Alors, bonsoir et bienvenue à ce 28e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On espère que vous allez bien d'où vous êtes. On vous rappelle l'objectif du podcast avec La Tête à Papineau, c'est vraiment de s'inspirer des parcours, de l'adversité, des enjeux, des expériences que les gens en vulgarisation scientifique ont vécues et également s'enrichir d'érudition avec des chroniques invitées de tous les sujets, de tous les domaines. Donc, on fait un petit retour sur les derniers événements de Bistro Brain depuis la publication de l'épisode 27, le 15 septembre dernier. On a eu l'événement le 20 septembre, Démonte ton mythe à la Chasse-Galerie à Trois-Rivières, avec 60 personnes, un record pour Trois-Rivières. Wouh! Et même 97% des gens qui ont dit avoir eu une très bonne expérience. Donc, encore une fois, on voit que la vulgarisation a sa place partout au Québec. Ensuite, on a eu le 11 octobre l'événement Santé au Bac et Bière à Sherbrooke, pour lequel on n'a pas de commentaires partagés comme il s'est produit dans le futur. Aujourd'hui, on est le 4 octobre exactement, donc vous nous direz si vous avez apprécié. Et finalement, on vous rappelle que tous nos événements sont disponibles en rediffusion à partir de notre chaîne YouTube, dans un esprit, encore une fois, d'accessibilité du savoir. Aujourd'hui, de quoi on parle? Eh bien, on a une chronique avec Julie Duchain sur la conférence All-in et l'intelligence artificielle. Bienvenue, bonsoir Julie. Bonsoir Alexis, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et on a également deux nouveaux podcasts. On a Loïc Demoulin qui fait nos montages vidéo à Sherbrooke et Trois-Rivières et qui aujourd'hui va passer en entrevue une autre bénévole accompagnatrice, Marie-Claude Drouin. Comment allez-vous ce soir? Bien. Ça va super bien et toi Alexis? Super, merci beaucoup de renvoyer la question. Donc, on commence sans plus tarder avec la chronique de Julie. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une chronique d'actualité puisqu'il y a quelques jours en date du 4 octobre, donc il y a peut-être quelques semaines en date de publication, a eu lieu à Montréal la conférence All-in qui est sur l'intelligence artificielle. Donc cette conférence a été quand même très importante pour le monde de l'intelligence artificielle et je vous en dirai un peu plus juste après. Elle a regroupé énormément d'acteurs à la fois de l'innovation, de l'intelligence artificielle, du monde entrepreneurial, du Canada, du Québec. Pour citer que quelques-uns des acteurs qui ont été présents à cette conférence et qui peut-être vous diront quelque chose. En premier lieu, on peut parler du directeur de l'accélérateur Mila, Joshua Bengio, qui est un expert mondial en intelligence artificielle aujourd'hui, qui est professeur à l'Université de Montréal et notamment depuis mai dernier, qui est également membre du Comité scientifique consultatif des Nations Unies en intelligence artificielle. Donc vraiment une pointe du domaine, comme on pourrait dire. Il a été accompagné de Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et également ministre responsable du développement économique régional. Et il y a également eu Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation. Donc on voit que quand même beaucoup de beau monde, beaucoup d'entreprises également en intelligence artificielle et dans tous les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Et cette conférence avait vraiment pour but d'essayer de démystifier l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et les potentielles dérives et potentielles réglementations qui peuvent être mises en place pour une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Peut-être une première question. Qu'est-ce que vous connaissez comme type d'intelligence artificielle pour les personnes qui sont avec moi en studio? Je viens de dire générative. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Générative? Non, c'est ça, hein? ChatGPT? Ouais, ChatGPT, c'est un bon exemple d'IA générative, effectivement. Marie, est-ce que tu as une idée? T'as le droit de dire non. Hein. Non, pas spécifiquement. Parfait. Il n'y avait pas aussi le deep learning ou l'apprentissage profond pour nos néophytes de l'anglais? Oui, tout à fait. Le deep learning, ça, c'est pas un type d'intelligence artificielle, c'est plus une façon, une technique de créer l'intelligence artificielle et une façon de lui faire apprendre de nouvelles choses. Mais finalement, si on essaie de catégoriser, peut-être de simplifier, parce que le deep learning, c'est déjà assez solide comme concept, on peut classifier l'intelligence artificielle en 3 grands concept. On va avoir en premier lieu l'IA faible, donc l'intelligence artificielle faible. Ça, c'est vraiment plus lié à l'automatisation. Donc l'IA faible, c'est ce qui va permettre d'automatiser une tâche très répétitive. Par exemple, tous les vendredis matins, vous devez envoyer un courriel à votre mère pour lui faire savoir comment s'est passée votre semaine. Et ben, ça va peut-être générer le courriel et vous n'aurez plus qu'à taper les détails et l'envoyer tout seul à l'heure et à la date prévue, toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Le contexte, l'intelligence artificielle ne le voit vraiment pas. Après, on va avoir une deuxième intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle générative. Donc, très bon exemple, Loïc, avec ChatGPT. En fait, l'intelligence artificielle générative, elle génère un signal de sortie qui va vraiment dépendre de son contexte. Donc, c'est entraîné
sur un jeu de données qui va lui permettre de reconnaître certaines choses et certains contextes finalement. Et elle va ensuite se servir des données générées pour vous former une réponse ou une solution qui va se baser vraiment sur le contexte que vous lui avez proposé. Donc pour ChatGPT, ça permet d'avoir une conversation. Si vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé tel jour, elle va vous donner une réponse de si vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé telle année. Donc elle a pris en compte que c'était un jour ou une année. Donc le contexte est vraiment important dans ce genre d'IA. Et aujourd'hui, c'est pas mal ce qui est utilisé, je vais dire, dans beaucoup de projets innovants au niveau de l'intelligence artificielle où on essaie vraiment de prendre en compte le contexte. Par exemple, dans la détection de certains types de tumeurs sur des images d'IRM, c'est une IA générative. Ensuite, on va voir un dernier type d'IA qui n'est pas encore au point et qui s'appelle l'IA forte. Donc ça, en fait, c'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus de l'intelligence artificielle. Et sa définition, en fait, l'IA forte, c'est que son fonctionnement doit être indiscernable de l'humain. Donc comme vous comprenez, on parle un peu des différents types d'intelligence artificielle et des différents types d'intelligence tout court qu'il peut y avoir chez l'humain. On est encore très loin de reproduire ces différents types d'intelligence dans un ordinateur. Donc c'est peut-être ce qui se passera dans le futur. Et quelque chose qui peut faire un peu peur, mais qui est aussi une caractéristique de l'intelligence artificielle forte, c'est que ce serait le genre d'intelligence artificielle qui comprendrait très rapidement qu'il n'y a que les humains qui peuvent la débrancher. Donc là, on passe quand même dans un domaine un peu de la science-fiction, et je vous rassure, c'est encore de la science-fiction. Peut-être une présentation à notre événement Science et Fiction, comment les IA peuvent éviter de se débrancher. Exactement, ça pourrait être très intéressant. Je ne sais pas si je rigolerais, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Et donc cette conférence, en fait, elle a eu lieu cette année. Alors pour donner un peu de contexte, ChatGPT est sorti il y a maintenant à peu près 1 an, un petit peu moins d'1 an qu'il a été rendu public. Alors je sais pas vous, mais déjà, est-ce que ça vous donne des réactions particulières de vous rappeler que ChatGPT, ça fait seulement 1 an? Je pense que c'est un peu effréné le rythme auquel ça se développe. Là, on parlait justement de l'intelligence artificielle dans le milieu du journalisme en juin dernier avec Jean Groix à l'UQAM, mais j'ai l'impression que sa présentation serait à refaire tellement ça avance vite. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que c'est ce qui a aussi dû motiver finalement ce genre de conférence, puis tous les débats qu'il y a actuellement autour de l'intelligence artificielle. C'est que ça a évolué tellement vite depuis le premier robot conversationnel ou algorithme conversationnel ChatGPT auquel on a pu avoir accès, et aujourd'hui où on en est rendu, où vraiment l'intelligence artificielle est rendue dans énormément de projets d'entreprises et de projets de recherche également. Donc on voit que ça s'intègre quand même de plus en plus dans nos vies à la fois personnelles et professionnelles. Et un gros sujet de discussion justement, c'est la réglementation de cette intelligence artificielle et comment éviter qu'elle soit mal utilisée ou qu'elle mène à des dérives négatives. Donc il y a quand même une course à l'intelligence artificielle dans de nombreux pays, l'avancée est très rapide et c'est difficile d'anticiper où est-ce qu'un pays va emmener l'intelligence artificielle par rapport à un autre, et est-ce que ça peut avoir justement des conséquences négatives. Donc le 27 septembre dernier, au tout début de cette conférence All-In, le ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie du Canada a annoncé la parution d'un code de conduite pour l'IA générative, document très important qui a été signé aujourd'hui sur la base du volontariat, mais qui peut-être sera rendu obligatoire dans le futur, on ne sait jamais, qui a été signé donc par quand même plusieurs organisations et entreprises, notamment au Canada, pour adhérer à ce code de conduite. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se trouver à l'intérieur de ce code de conduite ? Il y a 6 grands principes auxquels l'intelligence artificielle générative devrait se conformer d'après ce code. J'ai des idées, mais j'ai le goût de laisser la parole à nos amis Marika et Loïc. Peut-être dans quel contexte elle devrait être utilisée ou non? Oui, ça peut effectivement faire partie des réglementations. Loïc, est-ce que tu as une idée? Les sets de données qui sont utilisés pour éviter tout ce qui est les biais? Ça en fait pas partie, mais c'est un très bon point, effectivement. Puis pour le petit côté expertise personnelle, en santé, c'est vraiment un gros problème parce que justement, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont utilisées et entraînées sur des jeux de données qui viennent de patients 100% caucasiens. Et ce qui, en fait, va générer vraiment des problèmes de diagnostic pour les personnes non caucasiennes parce qu'il y a quand même des différences parfois physiologiques qui sont pas prises en compte par l'intelligence artificielle. Donc, très bon point. Il y a quand même plusieurs de ce que vous venez de dire qui est regroupé dans les principes en question. Donc le premier principe, c'est la responsabilité de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment que les entreprises qui intègrent de l'intelligence artificielle créent également un cadre de gestion des risques qui est proportionnel à l'échelle de leur projet. Donc si on touche à, par exemple, la santé des gens ou les gouvernements, on s'entend que le cadre de gestion de risque va être vraiment plus solide que pour quelque chose qui va automatiser votre courriel à votre maire. L'important, c'est pas la même.
Ensuite, on a la sécurité. Donc là, la sécurité, c'est plus mettre en place des systèmes de gestion de risque qui incluent les utilisations malveillantes et inappropriées. C'est un peu ce que tu disais, Marika. Dans quel contexte on peut ou ne peut pas utiliser ces intelligences artificielles et algorithmes. Ensuite, il faut que l'intelligence artificielle soit également équitable et impartiale pour permettre en fait la détection de biais qui vont être générés potentiellement tout au long du cycle de vie de l'IA, surtout si elle change automatiquement en s'entraînant sur de nouveaux sets de données. On ne sait jamais vraiment ce que ça va donner au final. Donc prendre en charge aussi ce risque-là. Elle doit être transparente, c'est-à-dire permettre l'identification du contenu qui est généré par une intelligence artificielle. Ça, c'est important, notamment dans les domaines de l'art. On a eu plusieurs petits problèmes par rapport à ça, avec les images générées par intelligence artificielle, ou même dans le cas du journalisme, quand elle prend plusieurs morceaux de texte, à qui appartiennent les droits d'auteur, c'est une vraie question. Donc la traçabilité de l'activité de l'intelligence artificielle est importante. Ensuite, on a une IA qui doit être supervisée et contrôlée par les humains. Donc, c'est-à-dire que ces intelligences artificielles doivent être conçues pour permettre la gestion des incidents et des signaux de cette intelligence artificielle par les humains. Donc, toujours un contrôle humain, on doit toujours être capable de la débrancher. Finalement, ces intelligences artificielles génératives doivent aussi être valides et robustes. On doit pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'intelligence artificielle et on doit également pouvoir être sûr qu'elle est robuste contre les attaques, notamment cyberattaques, puisqu'encore une fois, en fonction de l'échelle, ça peut causer de très gros problèmes. Au Québec, cette conférence visait aussi à pousser les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle dans leur développement et dans leur plan de développement futur pour accroître la compétitivité. Et actuellement, un des freins principaux à l'utilisation de l'intelligence artificielle au Québec, et je m'avance, mais peut-être également dans le monde, c'est la formation des données qui sont souvent mal triées, ce qui ne permet pas leur utilisation encore par l'intelligence artificielle, donc un gros travail de tri de données à faire au préalable. Finalement, dans le futur, l'intelligence artificielle devrait devenir aussi présente que vos smartphones aujourd'hui. Est-ce que l'IA va remplacer les employés ? C'est une bonne question. Les emplois risquent plutôt de s'adapter, au final, à cette nouvelle réalité que nous amène l'intelligence artificielle et à se modifier pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles possibilités. On espère pouvoir revoir une nouvelle édition de la conférence All In à Montréal l'année prochaine pour peut-être un peu plus d'idées à ce sujet. Et si l'histoire des remplacements des employés vous intéresse, je vous invite à regarder le lien vidéo qui est en description. Un grand merci, Julie, pour une chronique encore une fois fascinante sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on avait des questions. C'est vraiment un domaine vaste. J'ai plus une question autour de tout ce qui est impact écologique, parce que ça a été montré que écologiquement c'est un désastre. Il me semble que ça consomme, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ça consomme énormément pour tout ce qui est serveur. Est-ce que ça a été discuté au niveau de la conférence ou ça a été mis de côté ? C'est des choses qui sont en tout cas dans la tête des personnes qui en ont discuté. Et il me semble qu'il y avait des conférences sur la thématique de l'éco-responsabilité en lien avec l'intelligence artificielle, effectivement. Mais tout à fait raison, là, les serveurs, c'est un gros problème, que ce soit au niveau du stockage de données ou juste de la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle dans son fonctionnement finalement. Marca, une question peut-être? Oui, peut-être une question au niveau, je sais que, par exemple, dans l'analyse d'images, on doit parfois entraîner un modèle pour qu'il reconnaisse quelque chose bien et non seulement inférer une donnée mal interprétée. Est-ce que ça a été discuté et c'est quoi les enjeux ou est-ce que l'humain va beaucoup être impliqué au début dans la validation ou non? Justement, ouais, dans les jeux de données d'entraînement, ce qui est fait actuellement, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait, pour les premiers jeux de données, un humain qui dise « ça, c'est telle chose, ça l'est », ou alors, si c'est pas annoté, il faut qu'il y ait un humain qui dise à l'intelligence artificielle « là, tu m'as identifié ça comme un chat, mais c'est pas vrai ». Il faut qu'on lui dise oui ou non. En fait, moi, j'associe ça un petit peu à un jeune enfant, où tu dois un peu lui donner ses directions principales, lui dire « ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit ». C'est un peu le même principe. Merci encore une fois, Julie, pour cette belle chronique. Et on va aller s'intéresser davantage au sujet avec les liens que tu nous fournis dans la description de l'épisode. Là-dessus, on se revoit après une courte pause. On est de retour à ce 28e épisode de La Tête à Papineau. Alors, on passe la parole à notre ami Loïc qui en a à sa première chronique pour le podcast avec comme invité Marika Drouin, notre bénévole accompagnatrice à Sherbrooke. Marika, tu occupes donc actuellement plusieurs postes en parallèle. Tu dois donc avoir un emploi du temps qui doit être sacrément chargé.
Tu es coordinatrice à la recherche à l'Université de Sherbrooke, dans un laboratoire qui s'intéresse donc à la santé psychologique au travail. Tu travailles aussi en communication scientifique sur l'agriculture à l'Université de Bishop. Et pour conclure, un dernier poste en tant qu'agent de projet pour l'ACFAST, une OBNL de promotion et diffusion du savoir scientifique. Tu as pu, par le passé, compléter un baccalauréat en biologie et une maîtrise en biochimie, en profil bioinformatique, à l'Université de Laval, et tu t'es aussi impliquée au sein de Bistrobrain en tant qu'accompagnatrice des présentateurs et présentatrices. Tu as pu te démarquer en gagnant plusieurs prix pour tes communications orales par des affiches et en étant finaliste pour le concours de vulgarisation de l'Université de Sherbrooke en 2022, ce qui te fait un sacré CV. Merci. Donc on peut voir dans ton parcours que tu as un rapport quand même très très fort avec la vulgarisation scientifique, aussi bien donc par le biais de tes implications qu'auprès de ton travail. D'où te vient cet intérêt et cette relation avec la vulgarisation? Donc, merci Loïc pour la description. Je pense qu'elle illustre très bien la variété dans mon parcours que j'ai pu toucher au fil des dernières années. Mon intérêt pour la vulgarisation, ça vient, je pense, du baccalauréat, où est-ce que j'avais participé à un événement qui s'appelle Les filles et les sciences, où est-ce qu'il y a des jeunes filles du secondaire qui sont intéressées par une carrière en sciences, à venir faire des ateliers, à parler avec des gens aux études graduées pour vraiment avoir une meilleure idée de concrètement qu'est-ce que ça fait un scientifique dans la vie. Chose que je n'avais pas eu la chance de faire quand j'étais jeune, donc je trouvais ça super intéressant de partager ma passion et mon savoir à ce niveau-là. Donc tout part de là. Par la suite, j'ai fait aussi un stage en initiation à la recherche dans un laboratoire. Puis la présentation finale adressée aux autres étudiants de biologie, j'ai réalisé que c'était la cerise sur le gâteau, partager aux autres ce que j'avais fait, donc cette présentation-là. Et finalement, un autre intérêt que j'ai pour la vulgarisation, c'est qu'étant une fille qui vient de région, je trouve que la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose qui, par toutes sortes de médias, le format texte, le format audio, c'est quelque chose qui est rejoint partout. On n'est pas obligé d'être en plein centre-ville pour y avoir accès. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus dans mes implications aussi. Merci beaucoup pour ta réponse. On voit donc que tu as affaire à différents rôles de communicatrice scientifique. Dans le cadre de ton travail, est-ce qu'on vient à te transmettre donc des dossiers, on te dit tiens, prends ce sujet, vulgarise-le, diffuse-le, ou est-ce que c'est plus, tu viens préparer des communiqués de presse sur des sujets spécifiques? Oui, c'est une bonne question. Dans mes emplois passés de professionnel de recherche, mon emploi était vraiment centré sur aider la chercheure et les étudiants à réaliser la recherche, mais j'étais également la personne ressource. Par exemple, il y avait la journée Jeune Explo, où j'agissais en tant que mentor pour accueillir les étudiants à venir visiter différents laboratoires de recherche. C'était vraiment une expérience enrichissante parce que j'avais le droit à des clés de l'université que j'aurais jamais eu accès sinon que par cette expérience. Donc ça, c'est toujours un plus s'impliquer dans ce genre d'événement, je vous le conseille. Et voilà, sinon, mes rôles dans mes emplois actuels, mon poste en agriculture à l'Université Bishop, donc j'ai des commandes. Par exemple, c'est de faire le visuel d'une affiche scientifique pour un congrès, mais également une affiche vulgarisée qui sera adressée aux agronomes ou qui sera adressée au public général. Et donc, c'est une autre variation de poste que je peux avoir. Et mon dernier poste tout récent que je débute dans les dernières semaines, à l'ACFAS, je vais animer les formations scientifiques qui sont données par l'organisme. Donc, j'ai vraiment différents rôles. Puis je pense que ça s'est peaufiné au fil du temps, les différentes implications en vulgarisation. Je pense que c'est appelé à changer aussi. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Pour tous tes travaux d'affiches visuelles, est-ce que tu travailles toute seule pour développer l'affiche ou est-ce que tu passes par des médias comme la bande dessinée ou tu restes sur des affiches beaucoup plus classiques qu'on peut voir comme en conférence dans tout ce qui est conférence scientifique? Dans ce cas-ci, c'est vraiment en collaboration avec la chercheure qui a des idées. Puis moi, je l'aide à concrétiser sur papier avec les différents outils numériques ce qu'on peut faire et que ça soit un punché au niveau visuel. Tu as donc touché différents domaines dans les sciences. Qu'est-ce que donc ton parcours multidisciplinaire a pu t'apporter comme défi ou comme richesse d'expérience aussi? D'abord, je peux commencer au niveau des petits défis. Pendant ma maîtrise, j'étais pas convaincue, mais j'avais une certaine assurance que je maîtrisais le jargon de mon domaine scientifique. Et on a le petit sentiment, je comprends ce que les autres disent. C'est une petite fierté. En changeant de domaine, je suis tombée en écologie animale. Je me suis dit, la terminologie n'est pas beaucoup réutilisée dans ce domaine. Toutes les connaissances globales, la méthode scientifique reste. C'est ça, le jargon varie beaucoup en disciplines, les méthodes statistiques, etc. Donc, c'est un défi intéressant de changer de domaine à ce moment-là, d'avoir la confiance de quelqu'un qui varie dans l'éventail du spectre de la biologie. Donc, j'ai eu cette chance-là de changer de domaine. Pour ce qui est des avantages et
de la beauté, ce que ça l'amène, un parcours multidisciplinaire, c'est de voir les connexions entre les différents domaines, donc toutes les compétences que tu peux réutiliser. Et ce que j'ai eu comme regard qui était valorisé, c'est d'avoir un regard nouveau, extérieur. C'était bien vu, contrairement à ce que j'aurais pu penser, où est-ce qu'on veut parfois se former en tant qu'expert dans un domaine, mais vraiment, ça l'amène un regard complémentaire et ça peut vraiment bonifier un sujet de recherche. J'ai aussi vu beaucoup de projets de recherche en co-direction avec un étudiant dans des domaines vraiment différents, puis ça l'amène des projets super intéressants et riches. Et je pense que la recherche s'en va beaucoup dans cette direction-là, avec les demandes de subventions qui valorisent le côté multidisciplinaire. Ça fait plaisir de faire partie de cet enjeu. Donc pour toi, les différentes expertises, amener des personnes avec différentes expertises, ça te permet d'approcher les problèmes de différents angles et donc de les discuter de différentes façons et ainsi de les résoudre plus efficacement? Exactement. Des nouvelles perspectives de recherche aussi. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui posséderaient des intérêts similaires en vulgarisation et qui souhaitent s'ouvrir à des postes similaires aux tiens, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ce que je leur conseillerais, d'abord, c'est de dire oui à tout type d'expérience bénévole qui est offert à eux. Même si c'est une petite expérience d'une journée, je pense que c'est super enrichissant. C'est plus facile au début à intégrer dans son horaire de chercheur ou de toute autre discipline. Aussi, de faire des formations en vulgarisation scientifique. Au fil du temps, j'en ai fait plusieurs, puis ça m'a vraiment mis en confiance avec mes capacités de me lancer dans la communication scientifique. J'ai fait d'ailleurs... La plus récente, c'est l'école d'été de l'ACFAS qui s'appelle Prendre part, l'école d'été en communication scientifique. Et vraiment, ça réunit des chercheurs, étudiants et même des professeurs qui sont intéressés par la communication scientifique, la science participative, donc créer des activités rassembleuses. Et c'est vraiment des discussions intéressantes qui ont eu lieu pendant cette fin de semaine-là de rencontres. Et c'est par des rencontres avec des personnes comme ça de tous les domaines que je pense qu'on peut forger notre opinion en tant que vulgarisateur et c'est quoi notre touche, nous, qu'on veut inculquer dans la société et qu'est-ce qu'on a à partager avec les autres. Et finalement aussi, le dernier conseil que je peux mentionner, c'est de le dire à votre entourage, à vos professeurs, à vos collègues, que la vulgarisation scientifique, ça m'intéresse. J'ai le goût de sauter dans le bateau. Si vous avez des opportunités, vous pouvez me communiquer. Les gens vont plus penser à vous. N'hésitez pas à le mentionner et petit à petit, la ligne à l'eau va porter fruit. Merci beaucoup pour tes différents conseils, Marika. Et donc pour toi, quelle place la vulgarisation scientifique au Québec devrait prendre? Donc, pour moi, je pense que la vulgarisation scientifique devrait avoir une place au quotidien. Donc, dans les soupers de famille, on devrait pouvoir être capable de discuter d'actualité, de culture, mais aussi de science. Donc, que ça soit intégré vraiment dans notre façon, dans différents de sujets de discussion. Puis, j'aimerais aussi ajouter une petite touche d'émerveillement chez les gens. Donc, peut-être changer le regard sur le monde que les gens ont grâce à la vulgarisation scientifique. Donc, un petit « Ah, wow, ça fonctionne comme ça, j'ai compris, je trouve ça super intéressant ». Si on peut ajouter des petites étincelles comme ça dans le quotidien des gens, ça serait ma supervision pour l'avenir. Leur donner goût et plaisir à se renseigner sur la science. Exactement. On te remercie donc pour cette entrevue très intéressante. On aura le plaisir de te retrouver pour les futurs événements de Bistro Brain et nous te souhaitons une bonne continuation sur tes différents postes. Merci à vous deux, Loïc et Marika, pour cette émerveillante entrevue. Donc, c'est maintenant la fin de notre épisode 28. On voudrait vous remercier, chers auditeurs, pour votre attention qui nous est très précieuse. Encore une fois, à nos membres pour l'enregistrement de ce soir, on avait Marika comme interviewée, Loïc comme intervieweur et Julie à la chronique. Et Julie, on doit faire une mention spéciale. J'ai fait une petite surprise comme ça. Co-fondatrice du podcast La Tête à Papineau, qui va déposer son doctorat. Elle fait sa soutenance de thèse le 15 octobre. Le 16 octobre. Donc, promettre le lien de sa soutenance dans l'épisode. Pourquoi pas l'honorer de cette façon. Donc, merci encore une fois, Julie, de soutenir et d'être impliquée dans le Bistro Brain avec toute ta tête et toute ta belle personnalité. Donc, on te souhaite une bonne soutenance. J'y serai, en tout cas, pour ma part. Les autres, on vous y invite. Et pour la suite, on vous invite aux prochains événements de Bistro Brain. D'ici le prochain épisode qui sera publié le 10 novembre, on va avoir un seul événement qui va être le 27 octobre, notre événement de lancement à Montréal, Démontre ton mythe, en collaboration avec l'ACFAS dans le cadre des Journées de la relève de la recherche, dont on a parlé aujourd'hui durant l'entrevue. Et finalement, on sera aussi au kiosque durant la journée pour faire la promotion de nos activités. On vous invite à venir nous jaser un peu.
Sinon, on vous invite encore une fois à partager la bonne nouvelle du podcast à votre entourage et à vos amis. Et on vous souhaite une très bonne séance.